Good day, everyone. Bonjour à I tous. think I jumped the gun there a little bit before, but Je pense que j'ai été un peu en avance tout à l'heure, mais ça y est, c'est mon tour de commencer. Merci de vous être rejoints à nous. J'espère que vous avez profité des sessions d'hier et d'aujourd'hui. Je suis Andrew Auerbach, je travaille aux relations mondiales à l'OCDE, au Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Aujourd'hui, je vais vous parler bien sûr des piliers 1 et 2 et de ce que l'on a en tête pour soutenir les pays en développement dans la mise en œuvre de la solution reposant sur 2 piliers. Alors, je vais commencer. Je pensais prendre une vingtaine de minutes, pour ma présentation et puis ensuite, écouter l'expérience de collègues et de membres. Je ne vais essayer de ne pas parler trop longuement. Je vais essayer de, surtout m'attarder sur les points principaux. Je crois que nous avons 400 participants, plus de 400 participants et c'est vraiment formidable et juste, un petit peu de contexte, certains d'entre vous me connaissent peut-être mieux que d'autres, mais je souhaite vous dire d'où vient cette, solution reposant sur 2 piliers. Depuis 2009, il y a eu vraiment des changements d'ordre, sismique dans la fiscalité. Le G20 souhaite s'assurer qu'il y a une coopération fiscale et un accès aux données bancaires, un échange d'informations pour gérer les crises économiques, notamment en 2008-2009, c'est ce qui a été mis en place, davantage de transparence. Aujourd'hui, Pascal a mentionné, nous avons plus de 160 membres participants au forum. Et suite à la réussite, des initiatives du G20 sur la fraude fiscale et la transparence, et bien maintenant, nous sommes en train de nous, pencher sur, l'évasion fiscale, des multinationales et je pense que cela fait suite à un tollé dans l'opinion publique, parce que ces entreprises n'étaient pas taxées à la juste hauteur et donc maintenant, nous travaillons pour nous assurer que les impôts dus sont payés. Nous avons besoin davantage de cohésion, de transparence, de substance, dans le système fiscal international et la priorité a été de s'assurer que les pays en développement bénéficiaient de ces changements. En effet, ils dépendent vraiment principalement de ces taxes, commerciales, de ces taxes, d'entreprise, de ces impôts sur les entreprises plus que les autres pays et donc c'est ce qui a donné, lieu, au, cadre inclusif sur, le BEPS et maintenant nous aidons les pays en développement à mettre en œuvre ce cadre inclusif et à rédiger des lois pour, le traduire dans les règles nationales, en particulier en ce qui concerne la solution reposant sur 2 piliers. Et nous l'avons vu en octobre dernier. Donc, à travers tout cela, nous souhaitons nous assurer que les pays en développement bénéficient de cela. Ils ont les capacités nécessaires et sinon que nous les renforçons. Nous avons travaillé sans relâche avec les pays en développement au cours des 5 à 6 dernières années, à travers différentes activités, y compris en tant que membre du cadre inclusif. Nous avons aidé à la mise en œuvre des normes de base de BEPS, nous avons mis en place des examens par les pairs. Et bon, une bonne partie du travail que nous faisons a pour objectif de soutenir les pays en développement, pour qu'ils aient de bons examens et que si, des recommandations leur sont faites, qu'ils soient capables de, les mettre en œuvre de façon efficace et opérationnelle. La part du lion de notre travail a été d'aider les pays à travailler sur ces changements et vraiment à se concentrer sur, les prix de transfert qui sont,
qui sont une des priorités des pays en développement. Nous avons également le programme des relations mondiales sur la fiscalité, qui a été une façon pour l'OCDE de communiquer et entrer en contact avec des pays qui ne sont pas États membres. Et nous sommes basés sur les retours de nos séminaires bilatéraux et multilatéraux. Enfin, nous avons le programme Inspecteur des impôts sans frontières, qui a été vraiment notre programme phare. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, c'est vraiment ça a été une énorme réussite. C'est un programme qui nous permet d'aider les pays en développement et les autorités fiscales de ces pays sur des affaires fiscales. Nous faisons des tandems entre les autorités fiscales de ces pays et des experts. Il ne s'agit pas de former les personnes à faire les audits, il s'agit de leur permettre de faire les audits elles-mêmes et de s'assurer de la réussite de ces derniers. Et le programme Inspecteur d'impôts sans frontières, IISF, a aidé les pays à obtenir 1,6 milliard de dollars supplémentaires en impôts. Donc, c'est vraiment une énorme réussite. Et il y a aussi un transfert de connaissances qui se fait là-dessus. Et nous élargissons cela à d'autres domaines. Donc voilà, finalement, l'éventail des activités que nous menons aujourd'hui. L'an dernier, après 5 ans de la mise en œuvre de ce cadre, comme je le disais, la capacité des pays en développement de bénéficier du cadre international pour la fiscalité dans le domaine de la politique a été une priorité du G20. La présidence italienne du G20 a exigé que nous fournissions un rapport l'an dernier pour faire le bilan des progrès des pays en développement dans le cadre de leur participation au cadre inclusif et de la mise en œuvre des changements, pour voir où étaient les difficultés, pour voir également ce qui fonctionnait bien. Et donc, ce rapport a été publié en octobre. Il est disponible sur notre site internet et il fournit un bon retour sur ce qui a été fait, mais également des recommandations concernant l'aide fournie aux pays en développement, concernant le BEPS. Nous souhaitons également soutenir à travers ce rapport la solution reposant sur 2 piliers. C'est vraiment là encore un outil clé pour la mobilisation des ressources nationales pour les pays en développement. Et c'est vraiment un programme phare. Bon nombre d'entre vous le savent déjà, mais je souhaite revenir sur cette solution reposant sur 2 piliers. 137 membres du cadre inclusif se sont mis d'accord dessus le 8 octobre 2021. C'est un accord politique de haut niveau pour répondre aux défis fiscaux et c'est une extension directe du travail de BEPS qui a été lancé en 2013. Nous avons lancé ce programme BEPS. En 2015, l'action 1 a commencé et maintenant, c'est la combinaison de ce processus qui est en cours. Les accords sur la solution reposant sur 2 piliers proposent vraiment des changements fondamentaux à la fiscalité internationale. Le pilier 1 permet d'imposer les entreprises sur leurs profits. Donc, c'est vraiment pour revenir sur pour surmonter les conventions actuelles qui permettent aux entreprises de ne pas payer d'impôts. Le deuxième pilier met des limites sur lesquelles nous sommes mis d'accord multilatéralement sur un taux d'imposition minimal de 15%. Ça signifie que, quels que soient les accords en place, s'il y a une évasion fiscale, s'il y a des profits, s'il y a des crédits d'impôts, s'il y a des conventions fiscales, etc., il faut tout de même qu'il y ait un taux minimal d'imposition de 15%. L'idée, c'est vraiment que tout ceci soit en place, en œuvre, en vigueur d'ici 2023. Et un point très important, c'est que les pays en développement, grâce à ce cadre inclusif, ont été très actifs dans les négociations et ils ont
vraiment beaucoup à gagner en mettant en œuvre ces différents piliers. Donc, un peu davantage de détails sur ce que ces deux piliers font et comment ils bénéficient au pays. Alors, sous le pilier 1, les multinationales ne payent pas de taxes dans bon nombre de marchés et donc ce premier pilier permettra de les taxer en fonction des revenus qu'ils génèrent. Et ce que nous estimons, c'est que plus de 125 milliards de dollars vont être préalloués à ces juridictions. Donc, c'est vraiment un changement monumental pour la politique fiscale internationale. Le montant B du pilier 1, le volet B du pilier 1, permettra également d'obtenir davantage de revenus, gérer les litiges liés au prix de transfert et s'assurer que ces prix de transfert sont menés correctement et qu'ils peuvent protéger l'assiette fiscale est très difficile. Et il faut vraiment créer une approche mieux formulée pour prendre en compte les besoins des pays en développement. Je pense que la distinction qu'on souhaite garder à l'esprit, c'est que le volet A du pilier 1 est nouveau. Il n'existe pas à l'heure actuelle. Le volet B essaie de faire en sorte que les règles actuelles fonctionnent pour tous les pays, et c'est particulièrement important pour les pays en développement. Concernant le pilier 2, là encore, il y a deux aspects. Donc, il y a les règles du pilier Globe 2 qui garantiront que les multinationales paient un minimum de 15% d'impôts, ce qui permettra 150 milliards de dollars américains de recettes fiscales en plus par an, et certaines seront réallouées. 150 milliards, c'est ce qu'il y a en plus de ce qui est obtenu aujourd'hui. Donc, c'est considérable. Il y a aussi un autre sujet qui est très important pour les pays en développement, qui ont souvent accepté de réduire les impôts, qui ont accepté d'avoir un taux d'imposition bas dans leur convention parce qu'ils pensaient que l'assujettissement aux impôts était plus bas ailleurs. Et en fait, le système fiscal de ce pays ne taxe pas ces impôts. En fait, la règle de l'assujettissement à l'impôt permettra au pays de garder leurs droits d'imposition, même si ils ne sont pas imposés dans l'autre pays bénéficiaire. Donc, l'idée, c'est que vraiment, d'ici 2023, tout ceci soit en œuvre. Ce sont des échéances très ambitieuses. Ce sont les échéances que nous nous sommes fixées. Il faudrait y avoir une convention multilatérale qui permettrait de lancer la mise en œuvre du volet A. Les règles Globe ont déjà fait l'objet d'un accord, mais nous devons mettre un cadre de mise en œuvre en place, lequel est à l'heure actuelle en train d'être rédigé. Donc là encore, l'idée est de mettre en œuvre tout ceci d'ici 2023. Donc tout est très rapide et nous devons identifier comment nous allons faire cela et comment cela va avoir un impact sur nos politiques. La mise en œuvre du plan détaillé, on peut peut-être parler rapidement d'une assistance technique sur mesure qui sera à la disposition des pays en développement. Et je crois que sur mesure ici, ce terme est très important parce que chaque pays va devoir évaluer individuellement comment et dans quelle mesure ces règles doivent être intégrées dans leur système. Ils doivent aussi trouver comment gérer cela avec les règles en place aujourd'hui. Donc, sur mesure, c'est très important. Pour ceux d'entre vous qui travaillent sur les normes minimales, il y a un processus d'examen par les ports spécifiques. Vous avez tous dû mener certains changements d'une façon spécifique. Donc là, nous avons absolument besoin d'une assistante sur mesure. On doit comprendre les circonstances de chaque pays
et on doit comprendre quel type d'approche va être la plus efficace pour eux. Donc, l'OCDE va soutenir les pays en développement sur des questions bilatérales, mais tous les membres du cadre inclusif peuvent en bénéficier. Certains pays non membres peuvent également bénéficier du programme de relations internationales. Et je crois que ce qui est important ici, c'est de garder à l'esprit que ce n'est pas un programme qui va remplacer ce qui a déjà lieu. On doit travailler avec ce qui est déjà en place. On doit intégrer cela au système existant, au programme existant. Nous avons besoin d'une approche complète, globale, holistique, et ceci doit avoir lieu non seulement cette année et l'année prochaine, mais vraiment pour l'avenir, parce que cette année, nous finalisons les règles, les pays nous soutiennent là-dessus, mais une fois que celles-ci seront en place, les pays vont devoir légiférer et il faudra les aider là-dessus également. Et une fois que les législations sont en place et en vigueur, les pays vont avoir besoin d'aide à les respecter en pratique. Donc, ce qui a fonctionné par le passé, c'est... Nous sommes confiants que cela fonctionnera à nouveau à l'avenir, donc à savoir revenir, je reviens sur le rapport du G20. Nous comprenons l'expérience des pays en développement. Les programmes et les modalités que nous avons mis en place par le passé ont bien fonctionné. Donc, il faut que nous ayons régulièrement des briefings ensemble parce que les changements se font très rapidement et donc il faut garder une trace de ce qui se fait. Il faut écouter les commentaires, avoir des discussions. Et pour s'assurer que les points de décision clés sont bien compris de tous. Nous avons eu une série de discussions fin janvier, je reviendrai sur les résultats de ces discussions. La formation va être très importante, non seulement la formation générale, mais aussi la formation spécialisée. Bon nombre de ces règles sont très complexes et je pense qu'il va falloir fournir l'expérience pratique des faits, en fait, pour les parties prenantes et elles doivent savoir comment protéger leurs intérêts. Une assistance bilatérale pour soutenir les changements législatifs nationaux, un apprentissage en ligne. Comme je l'ai mentionné, l'IISF a déjà des ressources en ligne disponibles et je pense que ce programme va jouer un rôle clé. Je souhaite souligner que le renforcement des capacités que nous menons est fait grâce au soutien de nos donateurs. Parfois, c'est des financements directs, mais aussi parfois une expertise, une aide pour la mise au point de programmes de formation, de programmes comme Inspecteur des impôts sans frontières. Et nous travaillons vraiment étroitement avec nos partenaires comme la FMI, la Banque mondiale et les organisations fiscales régionales comme la TAF et d'autres partenaires de développement. Donc, c'est vraiment un programme large en termes d'assistance que nous fournissons partout à travers le monde. J'ai mentionné que nous avons eu des consultations régionales dans le cadre de notre collaboration. Nous avons mené une série de séminaires en Asie centrale, en Amérique latine, aux Caraïbes, en Afrique. Et celle-ci était vraiment très précieuse pour donner une idée de ce qui était en train de se passer aux parties prenantes et concernant notre réflexion. Et je souhaite vous donner une idée de leurs priorités. Sur le pilier 1, nous avons demandé aux juridictions quelles étaient leurs priorités premières. Il ne s'agit pas de position officielle des pays, ce sont simplement les personnes qui ont participé à ces événements qui nous font part de leur point de vue. Ils ne sont pas forcément membres du cadre inclusif d'ailleurs. Ils viennent de différentes organisations gouvernementales. Cependant, cela nous donne une idée de ces priorités. Donc, dans le pilier 1, vous pouvez voir qu'il y a des questions sur la
l'assiette d'impôt qui était assez élevée dans les priorités de ces participants. Alors, comment savoir qui fait partie du pilier 1, quelles entreprises vont être comprises et comment déterminer la quantité de profit qui doit être réallouée. Donc, voilà les questions que nous avons reçues. Vous voyez qu'il y a d'autres problèmes également abordés. Et ils forment tous finalement des briques qui permettent d'avancer dans la construction de ce cadre. Cela nous donne une idée des priorités. Donc, concernant le pilier 2, nous avons une question sur la question était: à quel point est-ce que vous estimez que vos preneurs de décision politiques sont impliqués dans ces questions? Donc, soit ils mettent en place des mesures actives pour commencer la mise en œuvre. Voilà, donc ils sont à différentes étapes dans l'évaluation de leur système et de ce dont ils vont avoir besoin pour mettre cela en œuvre. Une question qui a été posée: est-ce que vous allez avoir besoin d'assistance technique pour mettre cela en œuvre dans votre juridiction? Ce sont des questions assez basiques. Je crois que ça s'est surtout basé sur l'administration. Nous avons un accord sur la mise en œuvre. Et ici, selon vous, quel sera le besoin d'assistance technique le plus pressant de votre juridiction? Je pense que les réponses sont dans la droite ligne de ce que nous avons obtenu au cours de nos différentes années de travail. Les pays vont vraiment bénéficier de notre aide. Et ensuite, la dernière question, quelles seraient les activités de renforcement des capacités les plus efficaces? Et vous pouvez voir de très loin, ce sont les formations approfondies. Donc, nous avons bien pris note de cela et nous développons un calendrier d'événements que nous allons partager avec vous. Je ne souhaite pas passer encore trop de temps là-dessus, donc je vais passer la parole à mon collègue Diego, mais il y a quelques points que je souhaite ajouter. Nous avons le pilier 1, le pilier 2, mais nous avons également besoin de fournir un soutien dans le cadre d'un paquet d'aides, alors notamment pour l'impact économique. Qu'est-ce que cela signifie pour les pays qui vont adopter ce système? Et c'est une question sur laquelle les preneurs de décision politique doivent se pencher afin de savoir où ils en sont. Et nous avons abordé cette question au cours de nos discussions. La TVA et l'e-commerce doivent être une priorité. Et en fait, le pilier 2 va être une mesure incitative en termes d'impôts. Nous allons beaucoup entendre cela. En termes d'impact économique, bien sûr, nous avons mené ce travail dès le départ, donc nous devons mettre à jour nos données, nos calculs. Nous devons recalculer les profits, on doit comprendre, voilà, 15%, c'est un taux minimum. Et il y a également des exclusions, donc il faut les prendre en compte. Donc, nous allons faire ça très bientôt. Concernant la TVA et l'e-commerce, c'est très important parce que cela va de concert avec le pilier 1. Les règles, les normes pour la TVA et l'e-commerce datent de 2015. Nous avons eu un accord clair là-dessus. Vraiment, de très nombreux pays ont légiféré là-dessus. C'est crucial pour taxer l'économie numérique. Les pays ont levé beaucoup de fonds pour cela. Nous avons de nombreuses boîtes à outils, ressources qui peuvent être utilisées. Il y a beaucoup de demandes pour cela. Et ce n'est pas exclusif, vous pouvez avoir le pilier 1 et la TVA. Si vous n'avez pas de règles sur la TVA et sur les commerces pour l'instant, cela va vous aider à le faire, les rendre officiels. Donc, j'ai mentionné qu'il y avait 15% de taxes minimales, quoi qu'il arrive. Eh bien, est-ce que les mesures incitatives en place fonctionnent toujours? Est-ce qu'il y a des exclusions? Comment cela fonctionne avec le taux de 15% minimal? Au final, si
si les impôts, si les profits ne sont pas taxés à 15% chez vous, ils le seront dans un autre pays. Donc l'idée, c'est vraiment que les pays émergents, les pays en développement se penchent là-dessus, à nouveau pour essayer d'obtenir de nouvelles ressources sans que cela ait d'impact sur leur compétitivité. Il y a différentes ressources de connaissances qui seront importantes, ressources en matière de connaissances. Il y a différentes options, des webinaires. Il y a peut-être des webinaires qui seront enregistrés et il y a des webinaires en direct. Il y a aussi des sessions questions-réponses. Et il peut y avoir des sessions interactives avec des experts sur la question. J'ai juste quelques mots à ajouter sur les programmes d'initiation. Nous avons fait cela dans le cadre de notre travail il y a quelques années dans la mise en œuvre des normes. Il s'agit d'une combinaison d'engagement de haut niveau. Nous avons commencé cela dans le cadre de notre travail sur le transfert de bénéfices et nous avons ensuite continué ce travail. Et nous estimons que grâce à cela et grâce à l'approche similaire avec les piliers 1 et 2, nous estimons que cela va être très utile, en particulier avec l'aspect sur mesure, parce que les pays vont devoir évaluer individuellement quel est l'impact sur leurs taxes, etc. Ils doivent... Il y a une convention là-dessus, mais il faut voir si cela fonctionne avec vos règles en place. Les règles mondiales, certains pays vont toutes les adopter, d'autres seulement certaines. Donc, avec pilier 1, pilier 2 et la mise en œuvre, nous estimons que cette approche va bien fonctionner. Nous travaillons directement avec les pays et nous travaillons sur différents programmes pilotes, tests. Bien sûr, les règles ne sont pas finalisées encore. Les règles mondiales sont en place, mais nous avons besoin de brancher sur différents aspects de la mise en œuvre. Mais les autres règles sont toujours en train d'être établies. Donc, là-dessus, je souhaite maintenant passer la parole à mon collègue Diego. J'espère que certains d'entre vous le connaissent. Il va nous parler de son expérience avec les programmes d'initiation, avec BEPS 1.0 et comment cela peut être une bonne base pour avancer. Diego, vous avez la parole. Merci, Andrew, merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'avoir plus de 200 participants à cette session. En effet, vous avez raison. Les programmes de formation ont été clés dans cet effort. Et avec les présentations, la dernière présentation, vous voyez à quel point le renforcement de la capacité est important dans le cadre du mandat du cadre inclusif. C'est vraiment fondamental. C'est une des composantes clés. Et lorsque nous les appliquons bien, cela peut se faire justement dans ces programmes de formation. Et lorsque nous avons publié le projet BEPS, nous nous concentrions sur le fait de nous assister pour nous rapprocher des pays en développement, pour qu'ils comprennent bien les normes sur le BEPS et identifier les bonnes priorités auxquelles il fallait s'adresser. Et donc, lorsque nous réagissons à une demande d'une juridiction, notamment Andrew l'a dit, il a donné un aperçu, mais il y a 2 étapes. Et ces 2 étapes incluaient notamment des réunions en présentiel avec des décideurs clés au sein des gouvernements en matière fiscale, les commissaires généraux, ministère des Finances, des parlementaires, des décideurs clés. Et l'idée était de leur expliquer tous les impacts, toutes les implications et qu'il y ait une adoption politique de la part des pays pour apporter ces changements législatifs. Mais au-delà,
Cela nous a aidés également à leur transmettre les avantages de la mise en œuvre de ces changements législatifs et ce que ça a apporté comme avantage pour les pays. Et cela a permis à ces dirigeants de rester à jour sur les évolutions internationales en matière de fiscalité. Et cela leur a permis également de se mettre à la mise en œuvre de ces normes et réglementations. Et donc, au départ, nous avons commencé avec des réunions de haut niveau, puis nous avons organisé des ateliers techniques qui étaient adressés à des ministères des Finances, des équipes des ministères des Finances, les personnes qui se chargent des aspects techniques de la mise en œuvre en matière de normes minimales, la manière dont elles doivent être mises en œuvre, mises en pratique en matière de mise en œuvre, pour l'avantage des pays, bien sûr, et pour respecter les engagements pris par les pays. Ensuite, à partir de là, à la suite de ces réunions, de cette interaction, nous avons pu éditer un plan d'action au niveau du secrétariat pour les pays en développement. Et ces plans d'action étaient très utiles puisqu'ils établissaient des étapes concrètes à suivre afin d'atteindre ces objectifs pour une mise en œuvre effective de ces normes minimales. Et on a pu observer, à la suite de ces programmes, que les intérêts des pays n'étaient pas limités aux normes minimales. Et d'autres actions liées au BEPS ont fait l'objet de discussions et nous avons pu les assister, notamment la tarification des transferts. Et donc, c'était également des aspects qui sont devenus des priorités pour certains pays et nous avons pu leur offrir une assistance pour une meilleure compréhension du processus de mise en œuvre. Mais ces programmes ne se sont pas terminés sur ces réunions en ligne. Nous avons continué le processus et notre objectif final était de renforcer les capacités pour les pays en développement pour qu'ils mettent en œuvre ces mesures et les aider également pour finaliser cette mise en œuvre. Bien évidemment, le Covid nous a impactés, Pascal l'a dit au départ. Et donc, nous avons dû passer de ces réunions face à face vers des réunions en ligne. Cela a bien fonctionné, mais bien sûr, cela a un peu changé les priorités également des pays. Donc, on a observé un ralentissement, mais nous espérons qu'en 2022, les choses vont changer et que nous pourrons nous concentrer sur ces programmes avec un mix avec le numérique. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais certains d'entre vous ont peut-être participé à la première session aujourd'hui. Les discussions entre les pays en développement et le cadre inclusif. Et l'intervenant, et Andrew l'a dit également, a parlé de l'importance des réunions régionales. Et donc, en 2019, nous avions organisé un programme de parcours initial pour plusieurs pays dans les Caraïbes. Nous l'avions appelé l'atelier de présentation régionale sur le BEPS et nous avons invité les juridictions caribéennes. Ce programme a été très efficace compte tenu de la nature et la taille de ces juridictions. Et comme cela a été dit, au niveau régional, souvent il y a des intérêts communs et donc les discussions sont bien plus fluides et souvent il y a une moins grande variété que dans des événements mondiaux. Pas mal de juridictions étaient présentes, pas mal de délégués. Et nous avons ensuite souhaité étendre ces programmes d'intégration pour la mise en œuvre des piliers numéro 1 et 2. Et pour conclure, et comme je l'ai dit au début, le renforcement des capacités est une composante clé du mandat du cadre inclusif. Et les mesures que nous prenons ne se limitent pas à ce qui a été présenté dans les diapos précédentes. Nous soutenons également les pays en développement dans le processus de révision par les pairs et son suivi en matière de mise en œuvre
des normes minimales sur le BEPS. Nous incitons également les pays en développement pour qu'ils participent à l'établissement de ces normes minimales, un travail en cours qui continue, et essayons également d'assister les pays en développement à travers ou sur leurs capacités bilatérales ou multilatérales en matière de programme. Et donc, nous allons continuer durant ce mandat avec ce travail, cela a été dit il y a quelques minutes, ce renforcement des capacités qui va continuer pour les pays en développement. Et nous attendons avec impatience d'aider les pays autant que possible. Andrew, si cela vous convient, on pourrait peut-être maintenant ouvrir la session questions-réponses. J'ai d'ailleurs vu une question dans le chat tout à l'heure lorsque vous étiez en train de conclure votre présentation Friacre. Quelles sont les clés de réallocation de la base imposable? Pensez-vous que ces clés seront favorables aux États en développement? Est-ce que vous souhaiteriez répondre à cette question? Oui, tout à fait. Merci, Diego. Je regardais justement cette question. Et je pense également que nous avons quelques participants qui souhaitent partager leur expérience, l'Égypte, le Honduras, en matière de renforcement des capacités, leur expérience passée. Mais avant de nous tourner vers eux, je vais répondre à la question de Fiacre. Je ne vais pas essayer de prononcer le nom de famille. La question était donc, quelles seront les clés de réallocation de la base imposable? Pensez-vous qu'elles seront favorables aux États en développement? Tout d'abord, la clé de réallocation, dans le cadre du pilier numéro 1, c'est d'offrir des droits fiscaux aux juridictions qui se basent sur les ventes et les utilisateurs sur le marché. Et donc, il faut être précis sur ce sujet. Et le défi ici, c'est de comprendre comment les recettes et les revenus d'une multinationale, quelle est leur origine. Souvent, c'est assez facile. Il s'agit de la vente d'un produit physique, un bien, à une personne dans un lieu déterminé. Si ce sont des services numériques, cela peut être un petit peu plus complexe. Les chaînes d'approvisionnement rendent les choses un peu plus complexes également. Et donc, le défi dans ce domaine, et ce que nous essayons de faire en matière de traçage de la source des recettes, eh bien, plus généralement, est-ce que c'est favorable aux pays en développement? Eh bien, le système est plus généralement bénéfique, et donc pour les pays en développement, puisqu'ils auront des droits de recettes fiscales qu'ils n'avaient pas avant, et plus leur marché est grand, plus ce sera important. Et donc, dans le pilier numéro 1, cela permet de s'assurer tout d'abord qu'il y a un nexus assez bas, un seuil assez bas. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de ventes dans cette juridiction pour y participer, et ensuite qu'il y a un seuil plus bas pour les tout petits pays. Et donc, ces règles ont été conçues également en gardant à l'esprit ces pays à bas revenus. Et maintenant, il faut s'assurer que cela soit aussi précis que possible pour pouvoir récupérer ces recettes. Rami de l'Égypte a également levé la main. On peut peut-être se tourner vers lui. Vous pouvez partager avec nous un peu votre expérience également en travaillant avec l'OCDE sur le cadre international fiscal. Merci Andrew, merci Diego. Merci pour cette opportunité de partager notre expérience. Alors, je vais parler avec vous de notre success story en Égypte avec le programme de présentation du BEPS lancé en 2018 et a été étendu pour 5 ans, notamment en matière de mobilisation des recettes domestiques en changeant les systèmes d'information et les systèmes fiscaux. En 2018, l'Égypte est devenue membre du cadre inclusif sur le BEPS et a travaillé étroitement avec l'OCDE pour la mise en œuvre des normes minimales sur le BEPS et les actions prioritaires, ce qui a permis une exécution réussie de certaines mesures politiques. À la suite de ce programme, nous avons demandé plus de soutien et le ministère des Finances a signé un protocole d'accord avec l'OCDE pour une période de 5 ans supplémentaires pour améliorer la mobilisation des ressources
domestique. Depuis, l'Égypte a observé et mis en œuvre des réformes importantes en matière de fiscalité internationale sur le e-commerce, la TVA, et en suivant les lignes directrices, tout en créant une unité fiscale internationale dans l'administration fiscale. Et selon moi, depuis 4 ans maintenant, en travaillant étroitement avec l'OCDE, nous pensons que la disponibilité de ce guide, de cette assistance technique et de ce programme de formation a soutenu la mise en œuvre de ces mesures en se basant sur les 2 piliers. Cela a été clé pour les pays en développement et également pour nous. Il n'y a pas une solution unique. L'Égypte a beaucoup bénéficié d'avoir ainsi un programme adapté au pays et donc nous avons reçu cette publication, cette assistance technique ainsi que pour la mobilisation des ressources et le cadre en Égypte. Le gouvernement égyptien a également utilisé et tiré parti de ce travail avec l'OCDE en complétant ce programme pays avec l'OCDE signé par le Premier ministre égyptien en 2021 au siège de l'OCDE qui établit des priorités en matière de résultats clés pour le programme. Merci. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup cet aperçu que vous nous avez donné. Je pense que c'est vraiment une success story en Égypte. Et je voudrais insister sur le fait que vous avez insisté sur cette nature, ce concept adapté au pays. Ça, c'est vraiment un aspect clé de ce que nous pouvons offrir et ça le restera. Roberto, maintenant du Honduras, qui va nous dire quelques mots. S'il y a d'autres questions, nous serons ravis d'y répondre. Roberto, je vous en prie, allez-y. Merci Andrew, merci Diego et bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Comme Diego l'a dit, en Honduras, le renforcement des capacités est un aspect clé également. Et nous sommes un partenaire très étroit de l'OCDE depuis plus d'1 an maintenant. Nous travaillons ensemble sur un programme de renforcement des capacités en matière d'imposition internationale sur plusieurs sujets. Les groupes d'accords, les APA. Et nous avons également reçu beaucoup d'aide pour la mise en œuvre des normes minimales sur le BEPS. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié cela parce que la coopération entre l'administration fiscale et l'OCDE est d'ailleurs notre point focal et Diego. Donc, les ateliers techniques, les évaluations, les visites terrain ont été très utiles et nous apprécions qu'ils aient pu également répondre aux questions que nous avions sur ce sujet. Cela nous aide beaucoup de manière très personnelle. Et j'espère que Diego, lorsqu'il a fait sa visite de terrain en Honduras, a passé un bon moment, on l'appréciait. Concernant le 2e pilier, nous sommes tout à fait conscients qu'il s'agit d'un sujet important, mais il nécessite une grande volonté politique et nous aurons besoin de beaucoup de soutien de la part de l'OCDE pour l'évaluation des piliers, pas simplement pour l'administration fiscale, mais également pour le ministère des Finances et les autorités gouvernementales de haut niveau aussi, pour qu'elles prennent ces décisions. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est un défi tout à fait merveilleux de travailler sur la législation internationale et nationale nécessaire pour les 2 piliers. Et je suis sûr que Diego et toute l'équipe vont nous soutenir. Donc, nous sommes sûrs que nous sommes entre de bonnes mains. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. En effet, on pourrait utiliser ce slogan, on est là pour vous soutenir. Et une fois de plus, je pense qu'il est important, je vous remercie pour cet aperçu, nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Il n'y a pas que le pilier 1 et 2, il y a les normes BEPS existantes et tout le reste également. Et alors que les pays réagissent à la pandémie Covid et changent leur législation fiscale, et s'adaptent également aux questions de santé, politique de santé,
Eh bien, c'est également l'occasion de travailler avec les pays en matière de politique fiscale aussi. Je vois que nous avons une question par chat de la part du Canada. Quelqu'un au Canada, en tout cas. Je ne vois pas le nom, désolé. Sur cette question, pourriez-vous faire des réflexions sur les hypothèses qui soutiennent l'analyse qui a mené à une estimation de 125 milliards de dollars pour le montant OA et 150 milliards de recettes fiscales supplémentaires pour le pilier 2. Pourriez-vous nous parler un peu de la manière dont euh, ces calculs ont été faits, notamment dans les pays selon les revenus? Alors, je n'ai pas réalisé cette analyse, c'est notre département, le directorat de l'analyse. Et alors que nous avançons vers les négociations d'ici au mois d'octobre pour les accords politiques, ces estimations se sont basées sur les informations que nous avions. Il y avait beaucoup d'informations sur des données d'entreprise et c'est ce que nous avons pu en tirer. C'est ce qu'ils nous ont dit, 125 milliards, mais je ne peux pas vraiment expliquer les détails de ce calcul, ou 150 milliards, mais je peux vous dire qu'à la suite des accords du 8 octobre, pas mal d'hypothèses soutenaient euh, ce calcul et ce n'a pas changé. Par exemple, pour le montant A, à l'époque, c'était 20 à 3% de recettes résiduelles. Nous ne savions pas combien ça allait être, 20, 30, et donc je pense que c'était finalement 25%. Je pense que les calculs se basaient sur un taux à 20%. Et donc, on avait déterminé un impôt minimal de 15%. Les choses ont changé, mais les données qui étaient disponibles à l'époque, je pense, venaient de 2016. Et les données de 2016 n'étaient pas... En tout cas, je pense que c'était avant la mise en œuvre du BEPS. Donc, en 2016, c'était assez tôt. Et alors que nous progressons, nous aurons les données de 2017 et 2018. Et notre objectif est de publier des estimations basées sur ces données lorsqu'elles seront disponibles. Quelle est la répartition entre les différents niveaux de revenus selon les pays, selon leurs revenus? Je n'ai pas ces informations. Je pense que certaines informations sont disponibles dans nos publications, mais je pense qu'en effet, nous allons mettre à jour ces informations et faire d'autres publications sur le sujet. Mais en tout cas, est-ce que les estimations sont raisonnables compte tenu de l'évolution du processus? Eh bien, les estimations évoluent, elles changent, elles devraient être plus hautes encore, notamment pour les pays en développement et selon également, surtout, la réaction des pays. Je pense qu'il s'agit là d'un domaine où les pays pourront identifier de nombreuses opportunités pour récupérer des recettes qui, pour l'instant, leur échappent. Et cela pourra peut-être revenir dans leur assiette fiscale. Mais cela dépend des actions des pays et c'est là que le renforcement des capacités est une composante clé. Et il faut insister là-dessus. Nous devons travailler directement avec les pays et dire, OK, quelle est la situation? Quel est l'impact de ces règles sur vous? Euh, Combien de filiales internationales opèrent dans votre pays et qui pourraient être imposables? Et donc, quel est leur taux d'imposition et donc quel est l'impact pour vous? Et donc, cela change beaucoup selon les pays et c'est pourquoi cette session, enfin cette année change et on peut capitaliser sur ces informations. Et Rami, Diego l'ont dit, et à l'avenir, il faut vraiment aller encore plus loin et travailler main dans la main avec les pays sur leurs priorités au niveau national. Excusez-moi, j'ai pas mal parlé, je vous avais prévenu, hein. Y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions par chat. Eh bien, dans ce cas, je pense qu'il est
4h moins 5. Dans ce cas, nous pouvons conclure cette session une fois de plus. Je souhaiterais remercier Roberto, Rami, d'avoir pris la parole. J'ai beaucoup apprécié. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et cela montre bien également que, il faut le dire, nous avons besoin du soutien, nos partenaires de développement, nos sponsors, bailleurs de fonds, et l'avenir est tout à fait enthousiasmant. Et nous allons devoir travailler très étroitement ensemble afin d'offrir ce soutien dont les pays ont besoin. Et j'ai hâte de résoudre ces défis. Merci beaucoup. Je vois le message. Donc, les présentations seront disponibles sur la page de l'événement. Merci beaucoup. C'est donc la conclusion de ces 2 journées pour la salle numéro 1. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe dans la salle 2, mais une fois de plus, merci beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois.